Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Bonjour Vincent. Bonjour Linda. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie puisqu'effectivement les sujets RH sont forcément d'actualité. Donc on va parler RH aujourd'hui. Au préalable, je vais pas spoiler quoi que ce soit, Vincent. Je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Merci de cette invitation. En quelques mots. Donc moi, je suis Vincent Escaillé. Je suis donc actuellement DGA en charge des ressources humaines et de l'administration générale à Bordeaux Métropole. Sachant que c'est un service commun, c'est une mutualisation avec la ville de Bordeaux. Donc ça veut dire que je suis aujourd'hui, pour rester sur le sujet ressources humaines uniquement, DGA en charge des ressources humaines pour un collectif d'un peu plus de 10 000 agents qui regroupe les agents de la métropole, de la ville de Bordeaux et du CCAS. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent dire 10 000, ça commence à être plus que conséquent. Effectivement, on commence à être sur une taille d'organisation assez conséquente et ça fait partie effectivement des très grands ensembles aujourd'hui qu'on trouve dans les collectivités territoriales, dans des très grands départements, dans des grandes régions ou dans des grandes métropoles. Ouais. Donc il y a effectivement un certain nombre de logiques, de mécanismes qui sont assez spécifiques à cette strate d'organisation. Et c'est aussi ce qui justifie le fait qu'il existe une association, profite pour présenter ma deuxième casquette, bien sûr. Une association des DRH des grandes collectivités. Alors c'est non pas qu'on n'aime pas les petites, mais en revanche on a effectivement dans des grandes organisations, publiques ou privées d'ailleurs, des effets de taille, des dérives bureaucratiques notamment, qui sont liées clairement à notre superficie et au nombre de collaborateurs qui y travaillent, quoi. Donc c'est intéressant de regrouper dans un même ensemble des gens qui ont des mêmes problématiques. Et tu fais bien de le souligner, ça n'a rien à voir avec le côté public ou privé, c'est vraiment la taille qui fait qu'on a des problématiques similaires. Public Absolument. ou privé, on les retrouve, ces problématiques. Merci. La première question, enfin en tout cas le premier sujet que j'aimerais qu'on aborde ensemble, Vincent, c'est la question des statuts. Oui. Parce que effectivement, alors la fonction publique, il y a des statuts. Est-ce que déjà au préalable, tu veux bien expliquer c'est quoi le statut ? Alors tu dis les statuts, c'est vrai que il existe un statut général de la fonction publique, qui est un peu la loi commune de toute l'administration française, qui date de 1983. Et c'est un statut général qui a ensuite été décliné dans ce qu'on appelle chacun des versants de la fonction publique. Il y en a 3. Il y a la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Donc, pour ce qui nous concerne, notre loi fondamentale, en quelque sorte, c'est la loi du 26 janvier 1984. Donc, on vient d'en fêter le 40e anniversaire cette année, qui organise le statut des agents de la fonction publique territoriale, qui organise leur mobilité, leur déroulement de carrière, etc. Voilà. Donc c'est le cadre dans lequel on existe, qui a ses mérites et qui a ses défauts, mais en tout cas c'est ce avec quoi nous devons composer. 40 ans finalement, c'est à la fois jeune et vieux. Pour une loi en tout cas, c'est relativement jeune quand on y pense. Et pourtant, on a l'impression que ça a toujours été là, alors que non, ça n'a pas toujours été comme ça. Et c'est aussi finalement une temporalité qu'on peut re-questionner. En tout cas, que moi j'ai envie de re-questionner, forcément. Mais ça sera l'objet de futurs épisodes avec des propositions. Et je crois qu'il y a un projet de loi qui est dans les tuyaux. Est-ce que là-dessus, tu en sais un peu plus ou... Alors, ça reste encore à l'état de projet, je dirais même d'intention à ce stade. Puisque donc il y a un remaniement ministériel qui est intervenu là en début d'année, qui a mis une petite pause sur les projets qui avaient été lancés par le ministre Guerini. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que on aura dans l'année 2024 un certain nombre de concertations qui vont intervenir sur des sujets qui sont déjà identifiés,
Je pense particulièrement au sujet de la rémunération. Il y a eu des prises de parole à la fois du ministre, du Premier ministre et même du président de la République sur le sujet. Donc on sait que c'est un sujet sur lequel on va devoir travailler. Nous, on en profite aussi en tant qu'association de DRH pour remettre un petit peu sur le devant de la scène des problématiques qui nous tiennent à cœur, de simplification, beaucoup, de choses qui nous paraissent anormales encore, qui pourraient améliorer le fonctionnement de la fonction publique, améliorer son attractivité, parce que ça reste alors ça m'intéresse. Un sujet vraiment d'actualité. Dis-moi plus. Alors sur les sujets d'actualité, on voit bien que, par exemple, aujourd'hui, comment fait-on pour entrer dans la fonction publique territoriale? L'entrée principale aujourd'hui reste l'entrée du concours. Le fameux concours. Voilà, le concours qui est censé assurer une égalité de traitement entre tous les candidats et qui permet de valider que le candidat ou la candidate qu'on accueille et qui va donc devenir agent de la fonction publique est conscient d'un certain nombre de devoirs qui seront les siens quand il sera intégré dans cette grande famille, les devoirs, les droits, les obligations aussi qu'il peut avoir. Donc voilà, tout ça est présenté aujourd'hui comme une garantie fondamentale dont on a besoin pour s'assurer que tous nos agents publics respectent effectivement le canon des principes généraux de la fonction publique. On voit qu'aujourd'hui il y a une certaine crise. Alors, je sais pas si c'est une crise de vocation, mais en tout cas il y a une crise de candidats. Ouais. On a de moins en moins de candidats pour tous les concours de la fonction publique. Quand on regarde dans le détail, c'est un peu plus diversifié que ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que sur des cadres d'emploi qui sont assez généralistes, comme par exemple les rédacteurs territoriaux, donc c'est la catégorie B, la catégorie intermédiaire entre A, B et C, on a encore beaucoup de candidats qui se présentent au concours de rédacteurs. Mais quand on regarde des concours plus spécialisés, par exemple sur les médecins territoriaux, sur les filières techniques, là on a beaucoup moins de candidats. Voilà. Et donc aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de mal à expliquer à certains agents porteurs d'une spécialité très définie pourquoi ils doivent passer un concours de la fonction publique après avoir, par exemple, passé tous les concours des études de médecine. Bah oui. Et ça, aujourd'hui, c'est identifié comme clairement un frein à l'entrée qu'on pourrait assez simplement lever. En tout cas, on a des propositions de loi à faire dans ce sens-là, en se disant qu'il y a certains titres qui pourraient permettre d'accéder plus facilement. Donc, pas par la voie du concours, il y aura quand même une petite porte d'entrée pour qu'il n'y ait pas, ce soit pas tout à fait la même chose de travailler dans la fonction publique qu'ailleurs. Ça reste vrai, mais sans pour autant en passer par la nécessité d'un concours qui décourage aujourd'hui beaucoup de candidats. Et puis après, l'autre sujet fondamental de ces concours, c'est en fait le déficit de diversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une fonction publique qui n'est sans doute pas exactement à l'image de notre société. Et le biais de la sélection sur concours, c'est que ça a tendance effectivement à reproduire des schémas et à nous empêcher d'aller chercher des profils plus atypiques, en tout cas aller chercher des gens qui n'auraient pas en première intention pensé à la fonction publique comme le champ d'épanouissement de leur vie professionnelle. Alors je trouve ça très intéressant ce que tu dis, effectivement. Il y a un peu une contradiction dans le côté un concours dont l'aspect fondamental c'est égalité. Tout le monde est censé, tout le monde peut concourir et donc intégrer la fonction publique. Pour autant, ceux qui ont réussi le concours, force est de constater qu'on n'est plus à l'image de la société actuelle. Là, il y a vraiment effectivement un constat qui est fait et avec lequel je suis complètement d'accord, qui prouve bien qu'en tout cas, et je vais recentrer un petit peu sur la question des statuts, il y a quelque chose à retravailler. Mmh. Et alors, moi, le reproche que j'entends souvent quand on parle de statut, c'est ce côté très rigide. Alors, on entend aussi c'est sécuritaire. J'entends que la valeur sécurité, pour beaucoup, elle est importante et que c'est ce qui fait que beaucoup de personnes souhaitent entrer dans la fonction publique. Mais l'aspect rigide commence à prendre de plus en plus de place au détriment de cet aspect sécurité, de cet aspect
égalité aussi. Alors je sais pas, est-ce que à ton niveau il y a des constats que tu fais ou enfin voilà, sur le côté rigide du statut, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, c'est effectivement ce qu'on entend beaucoup, mais c'est pas le reproche principal que je ferai au statut de la fonction publique, en réalité. C'est-à-dire que la rigidité, ça renvoie à l'idée qu'on a un cadre qui est extrêmement difficile à bouger. Or, quand on regarde le statut de la fonction publique, et quand on regarde le code du travail ou certaines conventions collectives de certains métiers, bon, notre statut de la fonction publique, il n'est pas beaucoup plus rigide que ce qu'on peut trouver dans d'autres univers professionnels. Intéressant. Et en revanche, c'est là qu'on a besoin effectivement de bons DRH, puisque leur métier, c'est de naviguer à l'intérieur de ce cadre et de se dire que trouver un petit peu de souplesse, effectivement, et utiliser toutes les armes, tous les dispositifs qui peuvent exister dans le statut de la fonction publique, qui sont très nombreux et qui sont très efficaces et qui permettent effectivement de faire beaucoup de choses en termes de mobilité. Voilà, j'évoquais par exemple les trois versants de la fonction publique tout à l'heure. On a eu un certain nombre de lois, enfin notamment la loi de 2019 de modernisation de la fonction publique, qui a considérablement assoupli les modalités de passage d'une fonction publique à l'autre, d'un versant à l'autre. Bon, c'est-à-dire que les outils existent, mais en revanche la pratique, elle n'est pas encore tout à fait au rendez-vous. C'est-à-dire que on a un statut qui permet de le faire, mais... Ouais. J'en ai rencontré des collègues effectivement en détachement de la fonction publique d'État, plus rarement de l'hospitalier, c'est vrai. C'est ça. Et ça reste quand même assez exceptionnel aujourd'hui. Alors qu'on a tous les outils pour le faire, on a tous les leviers pour le faire. Donc pour moi, le problème, c'est pas l'outil, c'est l'usage. Mais alors Vincent, je suis désolée, question pour la gratter. Pourquoi s'arrêter au versant de la fonction publique? L'aspect mobilité dans le privé, par exemple, ou pour les personnes qui souhaitent se mettre à leur compte en profession libérale, par exemple, en freelancing, des choses comme ça. Aujourd'hui, le statut le permet ou pas? Aujourd'hui, on a des possibilités de cumul d'emploi et d'activités accessoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un fonctionnaire peut créer sa propre entreprise et cumuler, alors, dans certaines limites, et avec un certain nombre de garde-fous, mais là qui sont plus de l'ordre de la déontologie et d'éthique, il peut avoir cette activité accessoire. Et on voit qu'on a de plus en plus de collègues qui développent effectivement ce genre d'activité. On a de plus en plus de demandes de formation qui vont dans ces domaines-là, où clairement, on a des collègues qui ont des projets derrière de création d'entreprise, de développement d'une activité, en se disant que dans un premier temps, je vais créer une activité, par exemple, de coach. Voilà, c'est des choses qu'on voit assez souvent. Je crée une activité de coach. Je commence à mon compte sur une partie d'abord sur mon temps personnel. Après, je vois si je peux aménager mon temps de travail, prendre un temps partiel et puis développer un petit peu plus l'activité privée. Pourquoi pas dans un dernier temps basculer entièrement sur une activité privée. On a des parcours. Alors, ce que je décris là, ça reste quand même assez exceptionnel aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est des choses qui sont possibles. Et on a intérêt à dire que c'est possible parce que effectivement, on a des collègues qui peuvent s'épanouir comme ça et qui, de ce fait-là, arrivent quand même à maintenir, en tout cas à faire bénéficier leur travail de fonctionnaire des qualités et des compétences qu'ils développent aussi dans cette sphère privée. Moi, je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant, un peu cette fertilisation croisée, de se dire je développe une activité, des compétences, un parcours en dehors de mon activité principale, mais forcément ça rejaillit d'une manière ou d'une autre sur mon activité principale. En tant qu'employeur, je trouve qu'on a des intérêts à faire ça. Bon, évidemment, il faut l'encadrer parce que quand on est fonctionnaire, par exemple, et qu'on travaille dans un domaine d'activité particulier avec des fournisseurs qui sont spécialisés, on peut pas aller travailler chez le fournisseur en question. Ça s'appelle un conflit d'intérêts. C'est ça. Donc, et les fameux garde-fous que tu évoquais tout à l'heure, c'est notamment pour ça quand on a des conflits, que ce soit d'intérêt avec un fournisseur, une entreprise lambda, ou même d'un point de vue territorial, quand le fonctionnaire se retrouve jugé partie. Alors, tu as utilisé l'exemple du coach, mais certains fonctionnaires qui se mettent à leur compte et qui font des missions de consulting et qui se retrouvent donc à conseiller
de Mhm. services dans lesquels ils se retrouvent eux-mêmes, c'est juste pas possible en fait. Ça Voilà, peut pas être des deux côtés. c'est ça. Et on a, en termes de garde-fous, on a aussi des outils à l'intérieur de nos collectivités. On a des référents déontologues, par exemple, que les agents peuvent consulter, voire même doivent consulter dans certains cas, ou sont saisis par la DRH pour s'assurer que l'activité accessoire qu'ils veulent exercer est bien compatible avec leur activité principale. Ou alors qu'ils veulent démissionner pour créer une activité. Bon, ça peut pas se faire effectivement dans n'importe quelle condition. Ils ont des obligations vis-à-vis de leur employeur pour le tenir informé de la nature de ces activités et de leur évolution dans les quelques années qui suivent la démission. On a aussi un autre outil, je citerai que celui-là, qui s'appelle la rupture conventionnelle, qui est un outil dont on commence à se saisir. Alors on est vraiment là sur les premiers pas d'une démarche comme celle-là. Donc chaque collectivité est en train un peu de constituer sa jurisprudence. Pour expliquer en deux mots ce que c'est la rupture conventionnelle, c'est une forme de démission, voilà, où en fait il y a une indemnité qui est versée à l'agent qui part, qui est liée à son ancienneté dans la collectivité et dans son cadre d'emploi. Voilà, si les deux parties se mettent d'accord là-dessus, donc la collectivité et l'agent, on peut effectivement aboutir à ces dispositifs de rupture conventionnelle qui souvent débouchent effectivement sur une activité privée autre. En tout cas, ça donne un petit capital de départ à l'agent qui veut créer son entreprise. Voilà. Alors ça, c'est une solution qui existe, mais qui est pas encore vraiment utilisée par les collectivités notamment. J'entends plus d'agents demandeurs que de collectivités qui répondent favorablement. J'en ai même connu qui disaient par principe, on dit non. Oui, alors ça, c'est sûr que c'est plus simple de faire comme ça. Parce que non, mais c'est objectivement des questions compliquées, parce que quand on regarde les situations qui sont face à nous, en fait, on a une grande diversité de situations avec des agents qui nous sollicitent pour bénéficier de ces ruptures conventionnelles, et une collectivité qui est bien obligée de se donner des critères pour ça, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on refuserait ou qu'on accorderait? Parfois, c'est l'intérêt de la collectivité, parce qu'on a un agent qui s'y retrouve plus du tout dans son travail, est manifestement démotivé. Et un agent démotivé, ça peut être aussi un agent démotivant pour son entourage. C'est vrai. Voilà. Et donc, quand on regarde objectivement les choses, on peut se dire qu'on a un intérêt mutuel à cesser la collaboration. Bon, un autre type de critère qui peut rentrer en ligne de compte, c'est la nature de l'activité qui est développée par l'agent. Si c'est une activité qui a une forme de lien avec l'intérêt général. Dans le cadre de son projet, tu veux dire? Dans le cadre de son projet, voilà. Quelque chose qui, par exemple, sera en lien avec de l'économie circulaire, avec l'économie sociale et solidaire. Quelque chose qui a un impact positif sur les territoires, avec les enjeux, par exemple, de transition écologique et environnementale. Bah, peut-être que ça peut être aussi l'intérêt de la collectivité, mais la collectivité au sens large, pas la collectivité territoriale en tant qu'institution, de l'aider à réaliser ce projet. Donc, on est effectivement face à, c'est une tendance plus générale, je pense qu'on y viendra dans notre entretien. On est face à une tendance générale qui est celle de l'individualisation. Voilà, individualisation des besoins, de l'expression de besoins de la part des agents, et donc ça veut dire un défi pour les DRH de l'individualisation des réponses. Et ça, c'est quelque chose, puisque tu parlais de cadre, tu parlais de rigidité, etc. On voit que culturellement, c'est compliqué pour la fonction publique qui a été créée et qui se vit comme quelque chose de très égalitaire. C'est aussi ancré dans notre philosophie républicaine française. Ça peut paraître parfois antinomique de se dire je préserve l'intérêt général et je fais en sorte d'avoir un cadre égalitaire pour tous, et en même temps je prends en compte des aspirations individuelles et j'apporte des réponses qui sont parfois du sur-mesure à chaque demande de formation, de congé, de rémunération, d'évolution de carrière. Voilà. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui pour les DRH dans les collectivités. C'est très intéressant ce que tu dis. Et ça fait écho à plusieurs questionnements, alors personnels, quand je dis personnels,
qui me sont propres et des échanges que j'ai eus avec différentes personnes. Je pense notamment, alors peut-être que tu le connais, Mathieu Gérier du CHU de Bordeaux, Bien qui est sûr. sur ton territoire. Alors, on a beaucoup parlé d'intergénérationnel. Mmh. Bon, on est encore en train de chercher une date pour un enregistrement, mais ça va se faire. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai constat qui est fait sur les générations aujourd'hui qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui donc intègrent la fonction publique ou le privé d'ailleurs. Enfin, les personnes qui arrivent aujourd'hui sur le marché de l'emploi ne sont plus celles qui arrivaient sur le marché de l'emploi il y a 20, il y a 30 ans. Ils n'ont pas du tout les mêmes aspirations, ils n'ont pas les mêmes façons de voir le monde. Et il y a un vrai fossé qui est en train de se créer. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, le statut, on le critique aussi pour ça. Un des principes de la fonction publique, c'est l'égalité, mais un autre principe, c'est aussi celui de mutabilité. Et comment on fait pour suivre les évolutions de la société, et donc la société au sens large aussi, parce que là, du coup, ces deux valeurs, elles rentrent en opposition. Oui. Et le statut se retrouve entre le marteau et l'enclume. À quelle valeur je réponds le plus? Égalité ou mutabilité? C'est pas évident. C'est une vraie question. Oui, c'est effectivement une excellente question et c'est très bien. J'aime bien que tu reviennes à ces questions vraiment de principe, parce que ce principe de mutabilité, c'est probablement celui qui est le moins connu. Voilà, parmi les principes. C'est mon préféré. Voilà. Or, ce principe-là, il dit que c'est bien à l'agent public de s'adapter à l'évolution de l'administration et du service public, et pas l'inverse. Voilà. Et aujourd'hui, notre époque, avec cette individualisation très forte, elle nous incite à précisément faire l'inverse, quoi. Oui, ça je le conçois et je le constate aussi. Vincent, pour conclure sur la partie statut, question poil à gratter. Les statuts, on garde ou on jette? Alors, on fait évoluer. On fait évoluer. Pardon de cette réponse de Normand, mais il y a quand même une tendance de fond qu'il va falloir traiter de façon ouverte là dans les mois à venir. Et j'espère que les discussions et les concertations qui vont s'ouvrir sur la nouvelle réforme de la fonction publique vont le permettre. C'est le statut des contractuels. Voilà. Quand je dis statut des contractuels, d'ailleurs, c'est un contresens puisqu'il n'y a pas de statut des contractuels. Voilà. Oui. Il existe un certain nombre de textes qui régissent les conditions d'emploi des contractuels dans la fonction publique et dans la fonction publique territoriale en particulier, mais ils n'ont pas de statut en tant que tel. Or, quand on voit la proportion inexorablement progresser de contractuels dans nos collectivités, on se dit qu'on passe d'une situation où les contractuels étaient, encore une fois, si on en reste à la lettre du statut, était une exception, hein, c'est-à-dire que quand on ouvre un poste dans la fonction publique territoriale, il doit être pourvu par un fonctionnaire, et à défaut, si on ne trouve pas de fonctionnaire, ou si le cadre d'emploi n'existe pas, ou si vraiment on cherche des compétences extrêmement spécifiques, on peut, dans ces cas-là, par exception, recruter un agent contractuel. Ça, c'est encore l'état du droit aujourd'hui, qui est de plus en plus en décalage avec notre pratique, puisque quand je regarde ce qui se passe à Bordeaux Métropole, on gagne à peu près 1 point chaque année dans la proportion des contractuels en l'effectif global. Ah oui, quand même. Oui. Et ça, c'est lié à 2 choses. La première chose, c'est que nos contractuels, en fait, ils restent de plus en plus longtemps dans la collectivité, puisque désormais, depuis 2005, on a la possibilité de signer des CDI. Enfin, on a même l'obligation de le faire. C'est le droit européen qui nous a obligés à le faire. C'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, en tant que contractuel sur emploi permanent, si on renouvelle votre contrat, on ne peut le faire que sous forme de contrat à durée indéterminée. Donc, on a ce premier effet-là. Et l'autre effet qu'on a, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre de métiers sur lesquels on ne trouve pas de fonctionnaires. Et donc, si on veut effectivement que le service soit rendu, eh bien, on a recours à des agents contractuels. Donc, aujourd'hui, on avait des agents, comme je le disais, qui étaient recrutés par exception, mais ça devient de plus en plus une minorité. Et une minorité, c'est quelque chose auquel on doit accorder des droits. Eh oui. Et ça milite pour qu'effectivement on encadre un peu plus, par exemple, l'évolution des rémunérations.
des agents contractuels. Puisque donc quand on accueille des agents contractuels, on le fait, comme je le disais, par exception, on le fait parce que on trouve pas sur le marché du travail ou parce qu'on a une compétence déterminante qu'on veut accueillir. Ça veut dire aussi qu'on a un cadre de rémunération qui s'écarte de celui des fonctionnaires. Et en fait, le problème n'est pas tellement au moment du recrutement, parce que ça, on a des outils qui nous permettent d'ajuster une rémunération à la hausse pour accueillir un agent contractuel. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait après? C'est-à-dire que si effectivement ce collègue contractuel reste longtemps dans notre collectivité, il faut quand même qu'on puisse lui proposer une évolution de carrière. Oui, parce qu'aujourd'hui, rien n'est prévu. En tout cas, une évolution de rémunération. Rien n'est prévu pour ça. On dit qu'il y a un réexamen qui doit intervenir, mais sans cadrer des fourchettes, par exemple, d'évolution. Or, nos collègues contractuels, ils s'attendent à des rythmes d'évolution qui sont davantage ceux qu'on constate dans le monde privé, c'est-à-dire des évolutions sur une base annuelle de quelques pourcents, qui sont liées souvent à justement des négociations annuelles qui ont lieu entre les partenaires sociaux. On ne fonctionne pas comme ça dans la fonction publique territoriale. Et donc, on a non seulement à l'entrée des situations qui sont disparates, mais en dynamique, on a aussi des situations qui divergent de plus en plus. Ouais. Et c'est cette situation-là qui est très difficile à gérer aujourd'hui pour les DRH dans le public, c'est-à-dire qu'on a une population majoritaire d'agents fonctionnaires qui évoluent très lentement, trop lentement dans la rémunération, parce que on prenait encore cet exemple récemment, un agent de catégorie C qui rentre dans la fonction publique, il faut qu'il attende le 8e échelon pour progresser d'indice. Ah oui, quand même. Donc évidemment, ça c'est parfaitement anormal. 8e échelon, donc on va dire entre 10 et 15 ans. Oui, c'est ça. Alors après, c'est effectivement des rythmes qui sont parfois différents selon les cadres d'emploi, mais on a des stagnations salariales qui sont effectivement qu'on a vraiment du mal à justifier aujourd'hui, quoi. Et on a d'autant plus de mal à les justifier qu'on a, comme je le disais, de plus en plus d'agents contractuels qui rentrent chez nous, qui s'attendent à avoir des évolutions salariales, et donc c'est... Ouais, sur la partie rémunération, on va se faire un épisode là-dessus. On va se garder les réflexions sur la rémunération pour cet épisode. Parce que là, c'est aussi un vrai sujet. Et donc, sur la partie... Ouais. En tout cas, pour répondre à ta question, moi, je pense que on peut gérer ça dans le cadre du statut. Voilà. Je pense qu'on a besoin de règles complémentaires qui vont nous permettre d'encadrer ça. Ça ne veut pas dire qu'on jette le statut aux orties. Ça veut simplement dire qu'on le fait évoluer, mais comme on l'a fait évoluer de très nombreuses fois depuis 40 ans. Il n'y a pas de raison qu'on sache pas absorber cette évolution-là. Voilà, je suis pas persuadé que si jamais on se disait demain, allez, le statut c'est vraiment un objet totalement obsolète, on le jette et on reconstruit autre chose. Justement, il va falloir reconstruire autre chose. Ouais. Et donc, ça veut dire que ça s'appellera pas le statut, mais ce sera quelque chose qui va ressembler à une convention collective, par exemple. Mais il n'existe pas aujourd'hui, et a fortiori quand on parle de millions de collaborateurs ou de salariés ou d'agents, il n'existe pas de système où il n'y a pas de règles. Voilà. Tout à fait. Donc, il faudra bien en créer une, si on abandonne celle-là. Et moi, je préfère, c'est aussi mon côté très pragmatique, parce que les DRH collectivités sont des gens très pragmatiques. Je me dis que c'est sans doute beaucoup plus simple de le faire dans le cadre du statut actuel, en le faisant évoluer. À nous, de porter les bons arguments pour que ça évolue dans un sens qui nous paraisse favorable. Merci Vincent. Merci. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.